On va parler francophonie avec le 17e sommet qui aura lieu les 11 et 12 octobre à Erevan, en Arménie. Un des enjeux de ce sommet sera de désigner la prochaine secrétaire générale de la francophonie, de l'OIF. Le choix se fera entre l'actuelle secrétaire générale, la Canadienne Michaëlle Jean, et Louise Mushikiwabo, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. On regarde tout de suite les explications de Sophie Rossi. Tous serait-il joué ici à l'Elysée ce 23 mai lors de la rencontre entre Emmanuel Macron et Paul Kagame? La petite phrase lourde de conséquences. S'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer cette fonction. Alors la francophonie, outil des intérêts français, en tout cas coup dur pour la tenante du titre, la Canadienne Michaëlle Jean, qui ne s'y attendait sans doute pas. S'engage alors une bataille entre les deux prétendantes. Et c'est du côté de l'Afrique, son continent, que la Rwandaise Louise Mushikiwabo va surtout récolter des suffrages. Lors du sommet de l'Union africaine, puis lors de son été studieux, un agenda très rempli de rencontres et de conseils recueillis comme auprès du président Ouattara. Je voulais prendre un petit peu de sa sagesse, de son expérience, de sa connaissance de l'organisation. J'ai déjà le soutien de la Côte d'Ivoire, puisque toute l'Afrique m'a soutenu lors du dernier sommet de Nouakchott. Côté Michaëlle Jean, la voie est davantage semée d'embûches. Dans son propre pays, au Canada, elle doit se justifier et fait l'enjeu de bataille politique. Les conservateurs dans l'opposition lui reprochent en particulier d'être dépensière. Mais le gouvernement libéral canadien ne la lâche pas et met en avant son action en faveur de la cause des femmes. Michaëlle Jean a déjà bien réalisé son mandat et incarne bien les valeurs de la francophonie. Entre autres, la promotion de la langue française, mais aussi les valeurs de défense des droits de la personne, égalité entre les hommes et les femmes. Les droits de la personne, un argument qui peut faire mouche tant l'annonce de la candidature d'une ministre bras diplomatique du président Kagame a provoqué l'ire de certaines ONG. Par voie de presse, ses détracteurs s'insurgent, arguant que le Rwanda n'est pas un modèle en matière de démocratie et de liberté de la presse, valeur fondamentale de l'OIF. Sur ce point, Michaëlle Jean peut justement marquer des points. Je crois à la francophonie et je me sens dépositaire d'un legs très très important, c'est-à-dire qui est celui d'une organisation qui est née vraiment d'une volonté et d'un idéal porté par cette vision d'un humanisme intégral et universel. De tout temps, le poste de secrétaire général était revenu à un Africain. Michaëlle Jean avait su déjouer les traditions. Louise Mushikiwabo, elle espère être la première africaine à siéger dans les salons de l'avenue Bosquet, au chef d'État et de gouvernement de la francophonie de trancher. Kakonou Bokpo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien fonctionnaire de l'OIF, de la francophonie. Vous étiez directeur de la francophonie économique et numérique. Vous connaissez bien l'actuel secrétaire général. Vous avez peut-être une réaction au sujet qu'on vient de voir? Oui, Madame Jean est une femme remarquable, de ténacité, d'ambition. Et je crois qu'elle a une vraie vision pour la francophonie. Mais ce qu'on observe, et je parle pour moi aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inertie institutionnelle. Ce qui fait qu'entre ce qu'on voudrait faire et ce qu'on fait au final, il peut y avoir une marge. Alors justement, ces inerties institutionnelles, c'est ce dont il est question dans la note que vous avez rédigée, co-rédigée pour la Fondation Jean Jaurès, note intitulée pour une francophonie de l'action, francophonie qui réunit 84 États qui ont en partage la langue française. 48 ans plus tard, après la création de l'OIF, on observe quand même que la mission, les actions, les objectifs de la francophonie restent flous pour la plupart, enfin pour le grand public. Alors peut-être une question directe. La francophonie, l'OIF, c'est quoi? Ça sert à quoi? Oui, c'est d'abord un héritage. C'est l'héritage de la colonisation française. Donc nous avons hérité de la langue. Et comme pour tout héritage, vous pouvez soit décider de l'abandonner, soit de vous l'approprier. Et je crois que c'est ce que les chefs d'État ont fait en 1970 en créant l'Agence de coopération culturelle et technique.
Après, se sont surajoutés... Les objectifs, c'était d'organiser l'espace francophone, voilà, c'est bien ça. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifiait, à leurs yeux, à cette époque, d'organiser l'espace francophone? Ben, pour quelqu'un comme Léopold Sédar Senghor, il fallait que la langue française rayonne. Et c'est quelque chose qui va de pair avec la promotion de la diversité culturelle. Il y a le français, mais il y a aussi les langues africaines. Et ça, c'est quelque chose que l'OIF fait assez bien avec un programme comme Élan qui permet d'étudier les langues africaines à côté du français pour lutter contre l'échec scolaire. Il y a aussi tout ce qu'on fait autour des centres de lecture et d'action culturelle. Alors effectivement, on le voit, les actions de l'OIF sont assez nombreuses. Comment est-ce que vous expliquez qu'on les connaisse assez peu finalement, que le grand public les connaisse assez peu? Oui, parce qu'il y a un devoir de modestie. Vous savez, ce sont les États qui ont la charge des politiques publiques. Donc l'OIF accompagne les États, renforce les capacités des acteurs, mais l'OIF ne peut pas se substituer aux États membres. Donc, quelque part, ce serait peut-être même un signe de succès qu'on ne connaisse pas trop l'OIF. Alors, ce qu'on connaît en tout cas de l'OIF, ce sont ses autres missions, autres que culturelles. On a vu, par exemple, les observateurs de l'OIF aller scruter en fait, des élections, notamment sur le continent africain. On connaît également les Jeux de la francophonie. Donc, on voit bien qu'il y a des missions culturelles, sportives, politiques. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça, peut-être, qui a brouillé les repères, finalement? Est-ce qu'il ne faut pas se recentrer sur la mission qui était la mission première, c'est-à-dire la culture? Oui, vous avez raison. On a souffert de l'addition de missions. Mais parce qu'aujourd'hui, les missions de l'OIF... Oui, ce sont les chefs d'État qui ont décidé en 1995 à Cotonou, puis 1997 à Hanoï, d'en faire une agence intergouvernementale de la francophonie avec un mandat politique. Une sorte de mini-ONU. Exactement. En fait. Et donc, ensuite, à Kinshasa, on a eu le numérique en 2012. Promouvoir le numérique voilà, dans l'espace francophone. Exactement. Et au sommet de Dakar, en 2014, on a eu la stratégie économique pour la francophonie. Donc, une stratégie économique exactement. Commune pour les pays de l'espace francophone. Tout à fait. Donc, on a peut-être du mal à voir la cohérence d'ensemble. Et ce qui me semble impératif, c'est de revenir aux missions originelles de l'OIF et de montrer que l'économie, la politique viennent s'arrimer naturellement à ces missions originelles que sont la langue française et la promotion de la diversité culturelle. Comment, à votre avis, faut-il procéder, justement, puisque c'est l'objet de votre note, pour que cette francophonie devienne vraiment une communauté pour les quelques 300 millions de francophones? Oui, il faut tirer avantage de notre petite taille, c'est-à-dire une grande flexibilité. Il faut que l'OIF soit dans l'anticipation. Moi, je vois l'OIF comme un laboratoire du multilatéralisme. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme action concrète pour que, quand on dit francophonie, pour des jeunes du monde entier, que ça veuille dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà 3 choses. Une académie francophone pour valoriser les talents de l'espace francophone, mais aussi un Erasmus francophone. Un Erasmus, c'est-à-dire des échanges universitaires entre pays de la francophonie. Entre pays, et puis le visa francophone que le président Macron a promis à Ouagadougou il y a 1 an. Et ça, c'est la mobilité. C'est-à-dire pas de visa pour aucun Exactement. membre d'un pays francophone allant dans un autre pays francophone. Exactement. Mais sur le plan économique, moi, je promeus l'idée d'un fonds d'investissement francophone. Et bien entendu, sur la question politique, vous voyez, là, on a l'impression d'avoir un concours de beauté, aussi parce qu'on n'a pas eu les programmes, on n'a pas eu de débat. Moi, j'aurais rêvé que TV5 organisait un débat entre Mme Jean et Mme Mushikiwabo. Et donc, il faut que ce soit du contenu et que cette francophonie que nous appelons francophonie de l'action puisse s'arrimer sur les valeurs fondamentales de l'espace francophone. Dernière question, en quelques mots, il nous reste peu de temps. Il y a de plus en plus de pays qui souhaitent adhérer à la francophonie, même s'ils ne sont pas spécialement francophones. Je pense à l'Arabie Saoudite, au Qatar, par exemple.
Est-ce que ça n'accrédite pas l'idée, quelque part, que finalement la francophonie, c'est aussi un espace de réseau diplomatique? Et après tout, est-ce que ce n'est pas aussi le rôle qu'elle peut jouer? Oui, mais c'est un arbitrage classique des organisations internationales entre l'élargissement et l'approfondissement. Mais je crois que notre avantage comparatif dans l'espace francophone, c'est vraiment jouer la carte de l'approfondissement. Kako Nubukpo, ancien fonctionnaire de l'OIF, vous étiez directeur de la francophonie économique et numérique, co-auteur d'une note pour la Fondation Jean Jaurès intitulée « Pour une francophonie de l'action ». Merci à vous.